Merci à ceux qui sont là. Et on ne va pas vous faire attendre. On va donc commencer cette conférence qui est sur le thème de l'adaptation au changement climatique. On va le faire en 2 temps. Tout d'abord, le détail du plan d'adaptation au changement climatique Loire-Bretagne. On va évoquer sa genèse, les 5 thématiques, quelques-uns des 113 leviers, parce qu'on ne va pas tous pouvoir en parler. Et dans un second temps, nous allons évoquer un exemple concret avec l'établissement public Loire et un zoom sur 3 actions d'intégration opérationnelle. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Morvan, bonjour, directeur de délégation Agence de l'eau Loire-Bretagne, et Benoît Rossignol, établissement public territorial de Bassin-Loire. Merci à vous deux, Jean-Pierre Morvan. Je vous laisse la parole pour nous présenter ce plan d'adaptation. Bien, bonjour. Donc, ah oui, effectivement, c'est un petit peu surprenant parce qu'on a le bruit, disons, de la conférence et puis en même temps le retour de ce qu'on peut dire dans le micro. Donc oui, il me revient de vous présenter le plan d'adaptation au changement climatique du comité de bassin Loire-Bretagne. Donc changement climatique, un plan d'adaptation à l'échelle de l'ensemble du bassin, tout ça en 15 minutes. C'est un objectif un petit peu ambitieux, donc vous m'excuserez de passer assez vite, voire très vite sur un certain nombre de points pour plutôt focaliser sur quelques éléments le but étant de vous donner une idée de ce que peut être un plan d'adaptation au changement climatique et de ce que c'est en l'occurrence pour notre comité de bassin, et puis voilà, de donner lieu à discussion, mais on ne pourra pas forcément rentrer dans tous les détails. Donc, pour démarrer, alors là-dessus, pour le coup, je vais aller très vite, mais c'est quand même important quand on parle d'un plan comme ça, de comprendre un petit peu comment il a été construit. Et donc là, en l'occurrence, c'est une démarche assez longue, puisqu'elle a pris 2 ans. Elle s'est appuyée évidemment au niveau technique sur l'agence de l'eau, les personnels de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais ce plan a été construit, écrit, validé dans le cadre d'une large concertation, tout d'abord avec les membres du comité de bassin, mais aussi sur l'ensemble des territoires. Voilà, il y a eu toute une série de réunions au niveau des forums de l'eau l'an dernier. Donc voilà, c'est un plan qui est largement concerté. Alors, maintenant, pour entrer direct dedans, que dit le plan d'adaptation ? Il est construit autour de 5 grandes thématiques, donc vous les avez là. La qualité de l'eau, les milieux aquatiques, la quantité d'eau, la gestion de la quantité d'eau, les inondations et les problèmes de submersion marine, et enfin les questions de gouvernance. Alors, comme on a peu de temps, je ne vais pas m'amuser à développer les 5 grandes thématiques. On reviendra simplement un peu plus précisément sur la question de la qualité, parce qu'il nous semble que c'est un sujet particulièrement important. Sur ces 5 thématiques, le plan d'action, il s'appuie sur une analyse de ce qu'on appelle la vulnérabilité des territoires du bassin. On va y revenir juste après, donc je n'insiste pas plus pour l'instant. Et le plan propose donc 113 leviers d'action, 113 actions, disons, possibles pour lutter contre le changement climatique. Alors là, comme il vient d'être dit, vous n'aurez pas le déroulé intégral des 113 mesures, mais on en parlera quand même un petit peu pour quelques-unes. Alors la première chose à comprendre sur ce plan, ce n'est pas un document réglementaire, c'est un document qui ne s'impose à personne. Ça n'est pas une nouvelle couche dans le millefeuille administratif qu'on évoque régulièrement dans les réunions sur le territoire. C'est rien de tout ça. C'est un document de réflexion élaboré par le comité de bassin, qui est quand même le parlement de l'eau, disons, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Et c'est un document qui a pour seule fonction de pousser à la réflexion et d'inciter aussi à l'action, évidemment. Nous-mêmes, l'agence de l'eau, mais l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'eau. Donc voilà, c'est absolument pas un document à portée réglementaire, surtout pas. C'est un document de réflexion. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors à partir de là, comme je vous disais, le plan d'action comprend 5 grandes thématiques. Et sur ces 5 thématiques,
il est basé sur une analyse de la vulnérabilité des territoires. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion de vulnérabilité ici? En fait, on a pris 4 grands critères. On a considéré la disponibilité en eau à l'étiage, que vous avez présenté ici, on va y revenir. On a considéré également le bilan hydrique des sols en fin d'été, qui est un critère très important, en particulier pour l'agriculture, hein. On a considéré les milieux aquatiques et, disons, la capacité de résilience des milieux aquatiques. Et enfin, la capacité auto-épuratrice des milieux aquatiques. Alors là encore, dans le souci d'économiser le temps, je ne développerai pas intégralement les 4 critères de vulnérabilité, mais on va s'attarder sur 2 d'entre eux. Alors le premier, c'est la disponibilité en eau à l'étiage. Donc vous avez une première carte, la carte bleue. Enfin bon, de toute façon, c'est voilà, la carte qui apparaît en bleu et qui indique au jour d'aujourd'hui, avec les usages actuels, la population actuelle, les pressions qui existent sur la ressource en eau, quels sont les degrés de sensibilité en matière de disponibilité en eau en période d'étiage sur les 23 secteurs du bassin. Donc le bassin Loire-Bretagne a été découpé en 23 entités et vous pouvez déjà voir sur cette carte que la sensibilité des territoires aujourd'hui n'est pas du tout la même. On voit bien que le territoire vendéen, le Poitou et dans une large mesure aussi le bassin parisien, la zone de la Beauce, présente une sensibilité beaucoup plus forte, ce qui correspond d'ailleurs au zonage du SDAGE avec les zones qui sont en déficit quantitatif et ce qui correspond, mais ça on pourra le dire sur chaque carte, aussi au territoire où finalement les masses d'eau sont les plus dégradées. Alors ce qui nous intéresse, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vision de ce que pourrait être la situation demain. Alors demain, c'est un terme assez lointain, c'est en 2070. Donc voilà, on voit volontairement loin hein, pour réfléchir. Et pour ce faire, on est parti de la situation actuelle du territoire, c'est-à-dire avec la population actuelle du bassin, avec les pressions actuelles qui existent sur la ressource en eau. Qu'est-ce qui se passera en 2070 compte tenu des évolutions climatiques qu'on peut anticiper en se basant, pour simplifier, sur les hypothèses du GIEC. Donc j'insiste bien, ce qu'on fait varier ici, c'est simplement une chose, c'est le climat. Et on suppose qu'on est en 2070 exactement dans les mêmes conditions de population et d'utilisation de l'eau. Alors à partir de là, comme évidemment on ne sait pas exactement quel sera le climat en 2070, loin s'en faut, on a déterminé 14 scénarios différents. En fait, plus précisément, on a déterminé 7 scénarios d'évolution du climat et 2 scénarios d'évolution de l'hydrologie des cours d'eau. Où là aussi, on a quand même énormément d'incertitudes. Mais je pense que là-dessus, Benoît Rossignol pourra en parler même beaucoup mieux que moi. Voilà, donc en croisant tout ça, ça nous fait 14 possibilités différentes. Et à chaque fois, on a fait tourner la moulinette informatique et on a regardé un petit peu comment évoluer la sensibilité des territoires. Et ça nous permet d'arriver à la carte du bas, donc avec en brun et brun clair ou rose. Et cette carte, en fait, elle synthétise l'ensemble des évolutions et elle présente la vulnérabilité. Alors, les territoires donc, qui sont les plus vulnérables, évidemment, c'est ceux qui sont en brun sombre. Ce sont les territoires pour lesquels on a une sensibilité très forte de niveau 4 ou 5, c'est-à-dire comme la première carte en bleu, sur au moins la moitié des scénarios retenus. Ensuite, vous avez les territoires en brun clair ou en rose, je ne sais pas. Donc cela, on élargit un petit peu, c'est-à-dire c'est les seuils de sensibilité 3, 4 et 5 qui représentent plus de 50% des scénarios d'évolution. Et puis enfin, les quelques territoires en gris, dont on peut remarquer d'ailleurs que le bassin de l'Allier
figure en gris. Alors ça ne veut pas dire que ces territoires sont parfaitement résilients et qu'il n'y aura aucune sensibilité supplémentaire vis-à-vis de l'évolution du changement climatique. Ça veut simplement dire qu'effectivement sur ces territoires, on pense aujourd'hui pouvoir bénéficier d'une résilience plus forte sur la majorité des scénarios de changement climatique qui sont envisagés. Voilà, faut bien faire la différence, hein. L'évolution, elle aura lieu partout. Mais il y a des territoires qui, d'ores et déjà, sont plus ou moins armés par rapport à cette évolution. Diapositive suivante, donc la capacité d'auto-épuration. Donc je laisse de côté le bilan hydrique des sols en fin d'été. Vous imaginez que l'évolution au cours des 70 prochaines années, elle est mauvaise. Je laisse de côté la biodiversité. Donc là aussi, l'impact du changement climatique sur les milieux aquatiques, il sera fort. Bon, il y a des cartes que vous pouvez consulter sur le site de l'Agence de l'eau, mais là, on va simplement parler de la capacité d'auto-épuration du milieu. Donc pareil, sur la carte pour vous de gauche, vous avez la capacité d'auto-épuration actuelle. Donc vous voyez là aussi une situation plus dégradée sur l'ouest du bassin. Et vous avez la capacité d'auto-épuration issue de ces 14 hypothèses, donc toujours avec le même principe, hein, c'est-à-dire situation très dégradée dans plus de 50% des scénarios brun sombre, un petit peu moins dégradé brun clair et encore un peu moins gris. Donc là, on voit que la situation de sensibilité, elle se répand sur une large partie du bassin, en particulier donc toute la partie centrale et toute la Vendée et le Poitou. Et là encore, on a une situation un petit peu meilleure sur la Bretagne et sur l'amont du bassin. Alors, il ne faut pas penser à partir de là qu'on est meilleur que les autres ou qu'on a plus de chances forcément d'être épargné, pour les raisons que je vous ai dit, et puis aussi pour une autre raison, c'est qu'on a fait varier ici que le paramètre changement climatique. Mais le paysage économique va changer lui aussi. Et donc je vous ai mis juste en dessous l'évolution de la population, alors à un terme beaucoup plus court puisque c'est 2021. Mais c'est pas grave, ça donne des tendances. Et l'évolution de la population, eh ben, on voit qu'on a un accroissement fort de la population sur toute la façade littorale du pays, et donc en particulier sur la façade littorale qui nous concerne, et puis un petit peu aussi sur la partie sud, et donc on voit une légère progression sur la partie sud de l'Auvergne. Donc on comprend tout de suite que si ces évolutions démographiques se poursuivent dans les 30, 40, 50 prochaines années, la situation que vous voyez aujourd'hui déjà tendue sur le territoire vendéen, par exemple, va devenir encore beaucoup plus tendue en termes de disponibilité en eau, en termes de capacité d'auto-épuration, parce que clairement, si on n'arrive plus à avoir un soutien d'étiage suffisant, l'auto-épuration des cours d'eau, elle sera compliquée à réaliser. Donc voilà, on voit tout de suite qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Et suivant l'évolution de ces paramètres, le changement climatique en matière de gestion de l'eau peut être plus ou moins fort, plus ou moins difficile à gérer. A contrario, si on regarde la partie centre-est du bassin, on voit qu'on est sur des territoires qui ont plutôt tendance à perdre de la population. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, on est d'accord. Mais par contre, par rapport à la gestion de l'eau, c'est quand même un facteur qui est susceptible de faciliter un peu les choses. Moins de population égale moins de conflits d'usage, moins de pollution éventuelle, peut-être moins de prélèvements. Ce n'est pas forcément évident, ça dépend notamment de l'agriculture, mais voilà. Donc c'est quand même des critères aussi à prendre en compte. Alors j'avance toujours. Donc je vous ai dit qu'on n'allait pas traiter les 5 thématiques. Je n'en aborderai qu'une seule, la qualité, peut-être parce que c'est le point d'entrée qui est commun à tout le monde. Hein. Quand on parle d'eau, la première préoccupation, c'est d'avoir une eau de qualité, simplement pour nos besoins vitaux. Et alors là, quand on parle de qualité, la première chose, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, hein, un petit peu des truismes. C'est vrai, mais en même temps, il faut le rappeler.
c'est que la seule augmentation de la température constitue un facteur de dégradation de la qualité de l'eau. Donc c'est déjà la première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors pourquoi c'est un facteur de dégradation? Parce que la température de l'eau en augmentation favorise le développement notamment des algues et de certains micro-organismes, et à partir de là, favorise l'eutrophisation des cours d'eau. Alors pour peu que derrière, vous ayez un niveau de pollution résiduel qui soit encore important, ou des apports de polluants, notamment matière organique ou des engrais azotés ou phosphorés, et ben vous avez tout de suite une eutrophisation beaucoup plus rapide parce que l'eau se réchauffe, et donc voilà, amplification des phénomènes. Et puis par ailleurs, la qualité de l'eau, c'est un facteur déterminant pour de nombreuses activités économiques. On peut en citer 3 à titre d'exemple. Alors d'une part, en matière d'activité à caractère agricole, l'aquaculture ou la conchyliculture. Si la température de l'eau augmente, ça devient très difficile. Le tourisme, bien évidemment. Si la température de l'eau augmente et que vous avez des problèmes de qualité sanitaire, on en a vu ces dernières années, je ne sais pas si vous aviez entendu parler des histoires de morts subites d'animaux, de chiens sur le Tarn, et puis plus récemment sur notre bassin. Voilà, c'est très directement lié à des questions de température de l'eau, de stagnation de l'eau à certains endroits, et de développement de cyanobactéries. Et puis, troisième exemple, l'énergie nucléaire. On a des centrales sur la Loire. Bon, là encore, Benoît Rossignol en parlera beaucoup mieux, mais si la température de l'eau augmente, ça va devenir plus compliqué pour arriver à refroidir les centrales, et là, on touche à un problème aussi majeur. Donc voilà, pour poser un petit peu le débat autour de la qualité, avec 2 enjeux majeurs repérés. Réduire les transferts d'intrants, donc là je l'ai abordé un petit peu juste avant. Pourquoi réduire les transferts d'intrants? Parce que sinon on va avoir des phénomènes d'eutrophisation encore plus rapides qu'ils ne sont aujourd'hui, donc il faut anticiper ça. Et puis j'y reviendrai juste après, la question des milieux aquatiques, et de préserver les milieux aquatiques et les milieux proches pour maintenir la capacité d'auto-épuration et pour maintenir la résilience de ces milieux. Alors, on a abordé l'une des grandes thématiques, rapidement les enjeux, les leviers d'action. Alors, je vous ai donné les grandes lignes de ces leviers d'action. Après, on peut détailler beaucoup plus. Comment faire pour intervenir vis-à-vis de la hausse de la température en matière de qualité de l'eau? Il y a différentes actions possibles. La première, ça va être tout bêtement d'essayer de limiter cette augmentation de température. Mine de rien, on a des leviers d'action. Le principal, peut-être, c'est d'agir sur les nombreux barrages qu'on trouve sur les cours d'eau. Alors pas forcément sur tous les barrages, mais on a beaucoup de plans d'eau qui sont des plans d'eau de faible profondeur plutôt, peut-être de grande surface, mais de faible profondeur. Et sur ce type de plan d'eau qui vient barrer une rivière, qu'est-ce qui se passe? Le rayonnement solaire portant sur une grande surface d'eau qui bouge relativement peu et de faible profondeur, on a un réchauffement rapide. Et donc si vous regardez un plan d'eau, vous mesurez la température de l'eau en amont du plan d'eau et immédiatement en aval, vous pouvez voir une différence assez importante. Donc voilà, agir là-dessus. Limiter les pollutions ponctuelles. Donc les pollutions ponctuelles, ça va être évidemment tous les systèmes d'épuration. On a déjà fait beaucoup là-dessus, mais il y a encore des choses à faire. Pollution ponctuelle, faire attention aussi aux problèmes des pluies d'orage de plus en plus violentes et aux problèmes de ruissellement. Et donc là, on touche à des adaptations qui débordent largement du domaine de l'eau. C'est aussi des questions d'urbanisme qui ont été un petit peu évoquées, en essayant de limiter un peu l'imperméabilisation des sols, d'arrêter le béton, d'arrêter le goudron et de favoriser l'infiltration de l'eau là où elle tombe. Limiter la pression polluante diffuse, c'est-à-dire agir sur l'agriculture pour avoir moins d'intrants, moins de pesticides.
changer peut-être un petit peu de système de production. C'est dans l'intérêt de l'agriculture pour avoir des productions adaptées à un climat plus chaud, mais c'est aussi dans l'intérêt de la qualité de l'eau pour avoir moins de pollution. Améliorer et diffuser la connaissance, ça s'entend facilement. Et enfin, restaurer la capacité auto-épuratrice des milieux aquatiques. Les stations d'épuration traitent l'essentiel de la pollution, en tout cas une part notable, importante, mais le rejet au milieu aquatique comporte toujours une charge résiduelle relativement importante, et là-dessus on fait confiance au milieu naturel pour assurer la fin de l'auto-épuration, et on a bien raison de faire confiance au milieu. Au passage d'ailleurs, c'est la solution économiquement la plus intéressante. L'auto-épuration par les milieux naturels, elle coûte 0. Toujours est-il que pour y parvenir, il faut aussi avoir des milieux naturels, des milieux aquatiques qui soient en bon état écologique et qui soient en bon état de fonctionnalité, qui soient capables d'assurer leur rôle. Voilà, je termine là-dessus. Donc à qui s'adresse le plan d'action ? Vous l'avez compris, j'insiste pas plus, je dirais à tout le monde, aux collectivités, aux particuliers, à nous, aux commissions locales de l'eau qui sont les parlements locaux de l'eau, voilà, un petit peu à tout le monde. Et la conclusion que je laisse apparaître comme ça, vous pouvez la lire, c'est un petit peu là aussi une répétition de ce que je disais au début, mais le plan d'action au changement climatique, en fait, c'est un document pour vous inciter, pour nous inciter à réfléchir, à réagir, à agir. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Rossignol, je vous passe donc la petite manette et je vous laisse compléter ce propos avec un exemple concret. Merci. Donc, je vais effectivement essayer d'illustrer de quelle manière les impacts du changement climatique peuvent être pris en compte dans différents domaines liés à l'eau et sur lesquels intervient l'établissement public Loire à l'échelle du bassin versant de la Loire et de ses affluents. Donc, l'établissement public Loire regroupe les collectivités du bassin de la Loire. C'est un outil de ces collectivités et il a 4 principaux domaines d'intervention. La gestion de la ressource en eau et la ressource en eau stratégique à travers 2 barrages qui permettent le soutien des étiages à Nossac et à Villeray, la prévention et la réduction du risque d'inondation, l'aménagement et la gestion des eaux et la stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation. Il n'y a pas écrit changement climatique dedans et pourtant vous allez voir qu'on peut travailler à l'adaptation aux impacts du changement climatique dans ces différents domaines. Les domaines d'intervention de l'établissement, ils visent à répondre aux enjeux, à certains des enjeux qu'il y a sur le bassin de la Loire et de ses affluents, notamment les enjeux liés au risque d'inondation et de sécheresse. Le régime de la Loire peut être assez extrême, dans un sens comme dans l'autre, avec trop d'eau parfois et pas assez à d'autres moments. Et la question, c'est comment déjà réduire la vulnérabilité en climat actuel, mais aussi préparer ce qui va se passer à l'avenir en intégrant d'ores et déjà les connaissances ou en favorisant l'acquisition de nouvelles connaissances. Parce qu'à l'avenir, les tendances d'évolution que les projets de recherche ont pu faire ressortir, c'est effectivement une augmentation de la température de l'air, une augmentation des températures de l'eau, avec les conséquences qui ont été évoquées précédemment, une variation, une évolution des précipitations, à la fois en termes de quantité et de saisonnalité, et des évolutions du coup dans les débits des cours d'eau. Et là, si on retient le chiffre qui est en bas à droite de l'image, c'est moins 20 à moins 50, moins 20 à moins 40% de baisse de débit moyen annuel. Et avec des évolutions qui sont attendues encore plus sévères sur les mois d'étiage, donc sur les mois où le débit des cours d'eau est le plus faible. Donc ça nécessite d'être pris en compte et de voir comment on peut s'y adapter. Alors l'établissement public Loire est intervenu, s'est impliqué dans ce domaine de l'adaptation aux impacts du changement climatique depuis une dizaine d'années environ, par rapport à ces 2 enjeux au départ. Au départ, c'est-à-dire dans les années 2006-2007, il y avait très peu de connaissances sur le sujet, donc il y a eu
une phase d'acquisition, de développement de la connaissance en soutenant des projets de recherche et de partage de la connaissance ainsi développée. Il y a eu un travail pour mettre en évidence que c'était un enjeu. Voilà. Si, au départ, c'est pas évident que c'est un enjeu et pour personne, et donc il fallait le faire savoir, le faire connaître et dire effectivement c'est un enjeu. Il y a un enjeu d'adapter le bassin de la Loire aux impacts du changement climatique. Et puis ensuite, l'autre type d'action, c'est d'engager vraiment concrètement des actions d'adaptation. C'est bien d'avoir sensibilisé et dire fait savoir que c'était important de s'adapter, mais ensuite la question c'est comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, est-ce il faut attendre que ce soit 2050 pour s'adapter, ou est-ce qu'il y a déjà des choses à faire maintenant? Et donc on a essayé de faire des choses maintenant, puisque il apparaît qu'il y a dans pas mal de domaines, il y a des choses qui sont à prendre en compte maintenant. L'évolution du climat, elle est progressive, il n'y a pas forcément des ruptures qu'il faut attendre pour pouvoir s'adapter. Il y a des investissements qui se font sur le long terme. Il y a des planifications et des sensibilisations, des prises de conscience qui se font aussi dans la durée. Donc il y a des choses à faire tout de suite. Donc là, les illustrations, c'est pour illustrer par exemple en bas à droite une exposition sur l'adaptation aux impacts du changement climatique qui a été faite sur les grilles de l'établissement public Loire à Orléans. Là, c'est plutôt une version grand public, mais il y a un travail qui se fait aussi de manière plus technique avec les chercheurs ou selon les publics. Voilà. Et donc, depuis 2015-2018, je vais vous présenter 3 actions qui ont été faites pour chercher à intégrer opérationnellement dans certaines des missions de l'établissement public Loire le changement climatique et prendre en compte qu'il y a des impacts attendus ou déjà observés de ce changement climatique. Alors, dans 3 domaines, d'intervention de l'établissement. Le premier, c'est par rapport à la gestion des barrages et à la gestion surtout du soutien à l'étiage par les barrages de Naussac et de Villeray. Le deuxième, c'est par rapport à la sensibilisation, la diffusion de l'information auprès des territoires de manière plus locale. Et ça a été fait à travers les commissions locales de l'eau qui animent des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et puis enfin, sur un autre volet, qui est celui de la protection contre les inondations, où on mène actuellement une analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur les ouvrages de protection. Alors pour commencer sur le thème de la gestion de la ressource en eau et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ce sont des schémas qui organisent, planifient la gestion de l'eau sur l'échelle de sous-bassins. Sur le bassin de la Loire, l'établissement public Loire est structure porteuse de 10 de ces procédures. Et il y avait un constat qui était qu'on parlait du changement climatique et des impacts du changement climatique à l'échelle mondiale. Voilà, on parle de la COP21, des choses comme ça. On en parle à l'échelle éventuellement nationale. On en a parlé ensuite, nous, suite au projet de recherche dans les années 2010 à l'échelle du bassin de la Loire. Mais pour sensibiliser, pour que les gens passent à l'action, ils ont besoin d'une information encore plus proche d'eux, de leur territoire et de leurs préoccupations. Et donc, on a mené cette action pour diffuser des connaissances qui existaient au plus près des territoires et de ceux qui sont chargés ensuite de planifier ou d'organiser la gestion de l'eau sur leur territoire. Donc, l'objectif, c'est bien d'informer des connaissances existantes sur les impacts potentiels du changement climatique et mettre à disposition ces connaissances pour faciliter leur utilisation éventuelle et sensibiliser aux enjeux de l'adaptation. Donc, on a fait ça avec une restitution sous différentes formes, justement pour s'adapter à différents besoins et utilisations de cette connaissance. Une restitution orale lors de réunions des commissions locales de l'eau avec des échanges, de manière à poser des questions, de manière à s'approprier le sujet. Un rapport qui reste dans le temps, qui rassemble les données qui ont été utilisées pour pouvoir qualifier ces impacts attendus. Et puis, un fichier de données. Alors ça, c'est la version vraiment la plus technique. Mais en même temps, si un bureau d'études ou si un acteur a besoin d'avoir l'information de manière technique, eh bien, il peut l'utiliser puisqu'on a sélectionné les données qui étaient pertinentes et qu'on dit est disponible pour ce territoire et qui peuvent être réutilisées après. Donc vous avez une carte, par exemple, sur la droite où on voit les points sur lesquels
le bureau d'études a extrait des données sur les impacts du changement climatique. On peut trouver des points assez près de chez soi et sur lesquels il y a de l'information sur les impacts du changement climatique. Donc ça a permis de faire des temps d'échange, ça a permis aussi de diffuser de l'information sous différentes formes. Et parfois, suite à ce travail-là, ça a été repris à l'échelle de ces sages-là ou localement. Par exemple, en bas à droite, vous avez une exposition qui avait été faite et qui a été reprise lors d'un événement organisé sur le territoire d'un des sages. Comme autre suite qu'il y a eu un atelier d'approfondissement sur un bassin, le bassin versant du Loir, avec cette fois-ci, après une première phase d'appropriation et de présentation des connaissances disponibles, et ben les acteurs de la commission locale de l'eau qui ont travaillé ensemble pour se dire mais oui, mais nous, sur le volet quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour notre bassin. Donc effectivement, les données, les fichiers de données notamment ont pu être fournis dans un certain nombre d'études qui sont en cours ou qui sont terminées sur les territoires des sages. Et puis peut-être introduire une notion qui est la notion de service climatique. Finalement, ce travail qui est de restituer des données qui existent, d'aller les chercher, de vérifier d'où elles viennent et de les rassembler et de les restituer pour un territoire particulier, c'est une sorte de service climatique. C'est une notion qui est utilisée assez régulièrement maintenant, mais donc que je voulais introduire à cet endroit-là. Deuxième domaine d'intervention dans lequel on a regardé ce que pouvaient signifier les impacts du changement climatique, c'est sur la gestion des barrages de Naussac et de Villeray. Donc ce sont deux barrages qui rendent des services pour Naussac en termes de soutien d'étiage, soutien des débits de l'Allier et de la Loire, et pour Villeray qui est situé près de Roanne. Donc à la fois il rend un service de soutien d'étiage de la Loire et d'écrêtement des crues. Or, les changements climatiques, on nous dit bon, les débits vont évoluer. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi pour les barrages? Est-ce qu'on va être capable encore de les remplir? Est-ce qu'on va être capable de rendre le service de soutien des débits pendant l'été? Est-ce que... voilà, quelles questions ça pose? On s'est posé ces questions-là et on a regardé, en faisant une comparaison entre le temps actuel et le temps futur, en prenant des hypothèses. Il faut évidemment prendre des hypothèses. Notamment que les usages, ils restent ceux qui sont. Et on a donc pu obtenir des résultats sur le fait qu'en termes de saisonnalité, il y aurait des crues hivernales plus fréquentes sur l'amont du bassin, des crues printanières moins fréquentes et des étiages plus précoces, des étiages l'été plus sévères, alors en termes de quantité, moins 16% à moins 40%, des crues automnales plus fréquentes, moins fréquentes et plus tardives, voilà, un décalage saisonnier des crues, et puis des étiages plus longs. Donc avec une problématique particulière pour l'automne, où il peut y avoir à la fois des étiages qui se prolongent, et aussi des crues qui interviennent. Donc comment on gère le barrage? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit vide ou plein à ce moment-là, quoi? Et donc globalement, pour illustrer aussi le type de résultats qu'on a pu avoir, des sollicitations plus importantes des barrages, les besoins en eau devraient nécessiter des lâchers d'eau 3 fois plus importants en aval du barrage de Naussac, qui est en amont de l'Allier, et 2 fois plus importants en aval de Villeray, donc sur la Loire. Donc là, on est sur des moyennes. Voilà, donc ça veut dire que les années, ça sera pire que ça. Les années, ça sera beaucoup plus favorable que ça. Et puis, tout ça, c'est évidemment présenté avec les limites de toutes les incertitudes qui sont associées à ces résultats de projets de recherche, à ces travaux techniques et scientifiques qui peuvent être faits pour reprendre ces résultats. Et d'ailleurs, c'est un exercice sur lequel on a insisté largement quand on a fait la présentation auprès des acteurs des commissions locales de l'eau, de bien présenter qu'il y avait une incertitude associée à tous ces résultats. Donc voilà le type de résultats encore sur le barrage. Vous avez à gauche les différents niveaux d'eau du barrage, mois par mois, les niveaux objectifs avec lesquels on gère le barrage de Villeray. Et en fait, on peut tester, et on a commencé à tester, des scénarios d'adaptation de cette gestion, peut-être en imaginant qu'il faudrait baisser un peu ou moins remplir pendant les premiers mois d'hiver, essayer de remplir plus dans les mois d'été, si possible, et enfin au mois de décembre aussi baisser un petit peu,
Et on a du coup construit un outil qui nous permet de tester les hypothèses de on remplit plus, on remplit moins, on remplit plus à telle saison, et on essaie d'optimiser aussi les lâchers. Dernier sujet, c'était celui sur la gestion des ouvrages de protection. Donc l'enjeu sur le bassin de la Loire est très important puisqu'il y a un très grand nombre, en dehors de 900 km de digues qui sont soit gérées par l'État actuellement, soit par les collectivités et qui sont appelées à l'avenir à être gérées par les collectivités. Et ces 900 km de digues, bon, ce sont des infrastructures qui se gèrent dans le long terme. Il y a des investissements à faire, il y a une gestion à prévoir aussi. Et qu'est-ce qu'on peut déjà intégrer comme information sur les impacts du changement climatique sur ces ouvrages? C'est une question qu'on s'est posée, qui n'avait pas forcément été trop posée apparemment, puisque notre idée, ça a été simplement de faire un travail déjà de synthèse bibliographique. Et il y a beaucoup de choses qui existent, mais elles n'étaient pas encore rassemblées sous cette forme-là. Donc, un bureau d'études a regardé quelles étaient les pathologies, les désordres susceptibles d'affecter les ouvrages de protection, quels sont les facteurs climatiques qui peuvent affecter ou favoriser ces désordres, et ensuite, quelles sont les évolutions projetées de ces facteurs climatiques. Et en croisant tout ça, on obtient des informations sur en quoi le changement climatique pourrait avoir un impact sur la gestion des ouvrages de protection. Voilà. Donc parmi les effets les plus importants, ça serait celui de la hausse des températures et de la sécheresse, notamment par rapport à des contraintes que ça fait peser sur les matériaux qui constituent les digues, avec des phénomènes de dessiccation, des phénomènes de succession de gonflements et de dessiccation qui peuvent faire en gros travailler les digues et puis faire que finalement des dommages, des fissures apparaissent, etc. Et donc les questions qu'on se posait, c'était bien ça. Les impacts du changement climatique peuvent-ils modifier le rôle de la gestion des ouvrages de protection? Alors, les réponses qu'on a actuellement, c'est le rôle non. Il y aura toujours besoin des digues d'ailleurs, puisque sur le volet inondation, il y aura toujours des inondations. Mais leur gestion, oui. Des impacts futurs sur les digues qui seront d'autant plus difficiles à prévoir qu'ils se manifestent moins sur des valeurs moyennes des facteurs climatiques que sur les valeurs extrêmes. Donc ça, c'est un problème quand on travaille sur sur les extrêmes qui sont les crues et les étiages, c'est que c'est ce qui est le plus difficile à modéliser et à prévoir, quoi. Donc aussi bien on peut donner des évolutions des températures moyennes, des précipitations moyennes, des débits moyens, autant dès qu'on va sur des événements vraiment extrêmes, c'est très difficile de travailler dessus. Les chercheurs ont encore beaucoup de mal à travailler sur ces sujets-là. Et puis donc ce travail a permis de proposer des pistes d'action pour la gestion des digues intégrant les impacts du changement climatique. Alors pour conclure, je voudrais, en reprenant vraiment les termes, mais faire un lien avec la présentation de Jean-Pierre Morvan sur le plan d'adaptation au changement climatique, puisque je pense que ces trois interventions dans lesquelles on a essayé d'intégrer opérationnellement les impacts du changement climatique et des actions d'adaptation, elles s'inscrivent tout à fait en cohérence avec ce qui est proposé dans le plan d'adaptation. Voilà, le plan d'adaptation qui insiste sur le rôle des commissions locales de l'eau et comme lieu pour la prise en compte du changement climatique et la sensibilisation, l'information, le partage de la connaissance. Le plan d'adaptation insiste aussi sur la diffusion de la connaissance sur le changement climatique et ses impacts sur l'eau auprès de différents publics, et sur une diffusion adaptée, sur la diffusion des données elles-mêmes, mettre des données sur le changement climatique à disposition des acteurs avec des guides d'utilisation spécifiques en fonction des publics. Vous voyez, ce qu'on a essayé de faire, ça se rapproche de cet objectif-là. La sensibilisation, le transfert de connaissances entre chercheurs et décideurs. Donc le travail qu'on a essayé de faire là, c'est aussi à chaque fois d'exploiter des données qui étaient dans des rapports de recherche, peut-être présentées à des échelles globales, mais on a essayé de les extraire pour qu'elles puissent être utilisées plus localement. Voilà, donc je vais terminer pour cette présentation. Merci. Merci infiniment à vous deux. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle?
Merci messieurs pour vos présentations complémentaires et je voulais poser une question finalement à vous deux parce que vous avez parlé d'adapter aussi les données, de régionaliser les données effectivement issues de la recherche peut-être à des échelles nationales voire supra, les régionaliser, mais justement par rapport à la régionalisation des données, est-ce que les méthodologies qui sont adoptées dans le plan qui est fait par l'Agence de l'eau, est-ce que ces méthodes sont, par exemple pour le diagnostic ne serait-ce que le diagnostic de l'état actuel sur les débits d'étiage et sur les capacités d'auto-épuration, est-ce que c'est des méthodes qui sont normalisées à l'échelle nationale sur tous les bassins ou est-ce que c'est vos méthodes à vous sur le bassin Loire-Bretagne? Deux choses là-dessus. Alors, sur le côté normalisation à l'échelle nationale, joker, je ne sais pas. Je ne sais pas si les autres bassins ont utilisé exactement la même méthode ou pas. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, bon, on a évoqué le plan d'action changement climatique, mais enfin, aujourd'hui, il y a des observatoires régionaux du changement climatique qui sont positionnés un petit peu partout. Donc, on a l'OREC sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a le dispositif ICAR sur la région Bourgogne qui existe, et puis ainsi de suite sur les différentes régions. Et donc, région par région, on a quand même un suivi et une réflexion importante et une collecte de données également très importante. La différence, c'est peut-être que sur le travail qu'on a fait, on a essayé d'avoir un travail très prospectif, qui est un travail de modélisation. Enfin, à 2070, tout ce que je vous ai expliqué là est absolument faux, parce qu'évidemment, en 2070, il se passera autre chose. Mais voilà, ça permet d'essayer d'anticiper, d'avoir une idée de ce qui pourrait être. Par contre, au niveau des observatoires, je pense qu'il y a un travail de collecte. J'ai souvenir notamment d'une présentation du projet ICAR qui était vraiment très intéressante, parce que pour le coup, ils ont déjà mesuré l'impact du changement climatique en Bourgogne au cours des 20 ou 30 dernières années. Enfin, 30 ou 40 dernières années, et ils montrent des évolutions qui sont déjà énormes, avec un palier au milieu des années 80 où on a gagné à peu près 1 degré. Le changement climatique, il est déjà là largement, et sur certains territoires, il est très bien mesuré. On est déjà sur des augmentations de température de l'air de 1 à 2 degrés, et sur des augmentations de température de l'eau de un peu moins de 1 degré. Donc voilà, je pourrais dire là-dessus. Non, je ne sais pas, Benoît. Oui, sur les données que nous on a utilisées et qui sont en fait en grande partie les mêmes que celles qu'a utilisées l'Agence de l'eau, elles sont issues d'un projet de recherche qui a été mené au niveau national par le ministère de l'écologie avec un certain nombre de partenaires nationaux de recherche. Donc ça, c'était un projet qui s'est appelé Explore 2070 avec cet horizon 2070. Et c'est vrai que ce projet-là, il est national. Il a travaillé sur 1500 points à l'échelle de la France. Et en fait, à l'arrivée, quand c'est communiqué au niveau national, il communique sur des cartes, sur quelques points symboliques ou sur quelques informations. Et là, ce qu'on a demandé, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller chercher les points qui concernaient le bassin de la Loire, ou les territoires des Sages, ou nos barrages, pour utiliser les informations qui ressortaient des travaux de recherche. On n'a pas refait de nouvelles simulations, on n'a pas refait de nouveaux traitements de ces données scientifiques. On a aussi utilisé les résultats d'un autre projet qui était spécifique au bassin de la Loire, qui a été fait dans les années 2009-2010. Mais ce projet, il a fait l'objet d'une comparaison. Ces résultats ont fait l'objet d'une comparaison avec le projet national, qui est arrivé un petit peu après, et qui a montré qu'il y avait une convergence de résultats. Alors après, donc c'est des projets qui sont cohérents. Donc celui-là, il était spécifique au bassin de la Loire, mais il est cohérent avec les résultats qu'on peut trouver dans d'autres projets. Après, les méthodes de descente d'échelle et les travaux qui pourraient être faits plus loin ou plus spécifiques à certaines zones régionales, on n'en a pas fait nous. Voilà. Jean-Pierre Manvant, peut-être un petit mot sur le changement climatique et le 11e programme de l'Agence de l'eau qui va débuter en 2019. Comment c'est pris en compte ? Oui, donc le choix qu'on a fait, c'est que le changement climatique, c'est une thématique transversale. Donc on n'a pas fait un programme avec une mesure pour
l'épuration de l'eau, une mesure pour les milieux aquatiques et une mesure pour le changement climatique. Donc le changement climatique, il est absolument transversal au programme. Par contre, c'est un questionnement qu'on a continuellement. Un point que je n'ai pas développé dans mon intervention, c'est que la question du changement climatique, c'est la question aussi des bonnes mesures pour agir. Avec une ou deux notions qui sont un peu fondamentales, notamment la notion de maladaptation. Une maladaptation, c'est quoi? C'est une adaptation au changement climatique, mais qui en fait produit des conséquences qui peuvent être pires que le mal qu'elles sont censées réduire. Donc, pour donner un exemple hors du domaine de l'eau, voilà, vous luttez contre le réchauffement climatique, vous installez des climatisations partout. Alors, effectivement, il fera meilleur chez vous. Par contre, par rapport au phénomène global de réchauffement, à la production d'énergie que ça va demander pour faire marcher tous ces climatiseurs, vous ne faites qu'amplifier le phénomène. Voilà. Mais des exemples comme ça, on en a plein aussi chez nous. Pour donner l'exemple sur un débat qui doit avoir lieu normalement sur un salon comme celui-ci aujourd'hui, sur l'utilisation des rejets de stations d'épuration. Donc les stations d'épuration produisent de l'eau, produisent aussi différentes matières qui peuvent être utilisées comme engrais. On peut se poser tout à fait légitimement la question d'utiliser l'eau des stations d'épuration, soit pour faire de l'irrigation agricole, ça se fait d'ailleurs pas loin d'ici à Clermont-Ferrand, soit pour, même dans certains cas, pour faire de l'eau potable. Les solutions techniques existent. La question est de savoir si cette utilisation est une bonne adaptation ou pas. Parce que si on prend par exemple le cas de l'hydrologie des cours d'eau et des périodes d'étiage, sur beaucoup de bassins, l'apport des rejets de stations d'épuration pour maintenir un certain niveau d'eau dans les rivières, cet apport est essentiel. Donc, si vous utilisez cette eau de l'irrigation, par exemple pour faire cette eau des stations d'épuration, par exemple pour faire de l'irrigation de façon à lutter contre le changement climatique, pour maintenir, et bien d'un autre côté, vous avez des conséquences qui vont venir amplifier ces effets du changement. Donc ça oblige à avoir une réflexion assez approfondie sur chacune des solutions. Et c'est ce travail qu'on a essayé de pousser un petit peu dans les mesures qui seront financées par l'agence. Merci beaucoup. Plus d'autres questions? Dans ce cas, messieurs, je vous libère et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour parler de l'Allier. Merci beaucoup.